Ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir d'inviter Philippe Raxon. En effet, l'an dernier, en 2018, il a publié un roman qui s'appelait La source S, chez Librinova, et il récidive un an après avec un roman qui n'en est pas la suite, mais qui, comment dirais-je, possède les mêmes deux protagonistes. D'une part, l'historien François Lapierre, et d'autre part, une autre historienne, mais plus jeune, qui s'appelle Laura Tzante. Donc, il est possible de lire les deux romans indépendamment les uns les autres, l'un de l'autre, mais il y a des allusions qui apparaissent dans le second volume par rapport au premier. Donc, tout lecteur ou lectrice potentielle qui voudrait acheter le second volume ne doit pas considérer que c'est donc le tome 2 d'une aventure qui comprendra 10 volumes par exemple. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce sujet-là. Philippe Raxon, j'ai eu l'occasion de le présenter l'an dernier en tant qu'historien, donc je ne vais peut-être pas tellement insister sur cet aspect-là, je vais simplement rappeler, parce qu'il a quand même un lien avec le roman, qu'il est professeur d'histoire contemporaine et de critique historique principalement à l'université de Liège, et ce n'est pas, comme je le disais, sans lien avec le roman, puisque le professeur de la Sorbonne, d'ailleurs François Lapierre, qui est le héros principal, lui-même, avec sa complice Laura Tzante, intervient pour dénouer une énigme, une enquête véritablement en temps, avec les outils de l'historien. Et évidemment, Philippe Raxon est particulièrement armé dans ce cadre-là. Cher Philippe, donc bonjour. Bonjour. Je vais te poser quelques questions. Nous avons décidé, et j'espère que nous allons nous y tenir, à ne pas être trop long, puisque le problème qui se pose pour un intervieweur, a fortiori moi-même qui ne suis pas critique littéraire, je suis historien comme toi, c'est de ne pas dévoiler évidemment la trame de l'histoire pour donner, pour ce qui supprimerait toute envie évidemment à tout lecteur ou à toute lectrice potentielle de poursuivre l'aventure. Donc je vais te poser quelques questions, tu dévoileras ce que tu as envie de dévoiler, il y a peut-être même moyen de ne rien dévoiler du tout et de rester dans des généralités, et moi-même je me permettrai de faire quelques commentaires suite à cette lecture qui m'a beaucoup plu et qui a suscité chez moi un certain nombre de réflexions, d'identification parfois de procédés littéraires, d'allusions également, et tu me diras si mon jugement est bon ou pas bon, et donc dans ce cas-là, je ne te demande pas d'être un professeur évaluateur, mais donc peut-être d'avoir tes réactions lorsque j'interviendrai à ce sujet-là. Donc ma première question va porter sur les thématiques, parce que ce qui frappe quand on lit ton livre, c'est qu'il y a un certain nombre de thématiques très actuelles qui, alors je ne sais pas si c'est les thématiques qui servent de prétexte à l'histoire, ou si c'est l'histoire qui sert de prétexte au développement de ces thématiques. Parce que tu es professeur, je le répète, et donc on peut se demander si derrière le romancier, il n'y a pas peut-être un pédagogue qui se cache. Peut-être s'il s'agit des deux en même temps, ce sera à toi de nous l'expliquer. Pourrais-tu d'abord nous dire quelles sont ces thématiques que toi, dont tu t'es servi, celles qui apparaissent dans le roman, et peut-être, si tu ne les cites pas toutes, moi peut-être, j'en aurais peut-être trouvé que tu ne vas pas mentionner maintenant. Oui, alors la solution Thalassin est effectivement une narration qui est indépendante de la source S. Dans la source S, on était parti vers le passé à travers une source justement du 1er siècle après Jésus-Christ, en quelque sorte. L'histoire abordait la représentation que nous avons du passé et comment ce passé au présent nous influence et au fond nous forme. Avec la solution Thalassin, on est pleinement dans le présent et même dans l'avenir. Parce que au niveau de la narration, il y a une petite subtilité.
on est légèrement plus tard qu'aujourd'hui. Donc le livre est paru en mai-juin 2019 et l'action commence aux alentours de novembre 2019 en fait. Et à l'époque de la parution, l'été 2019 n'était pas encore passé. C'est un léger décalage pour insister sur le fait que les thématiques en question, ce sont les thématiques d'aujourd'hui dans notre regard sur l'avenir. Et notre regard sur l'avenir, j'écoutais encore une émission en venant ici à Bruxelles, il est tragique. C'est-à-dire qu'au fond, il met en exergue tous les ressorts de ce qu'on appelle la collapsologie, c'est-à-dire la destruction, littéralement, de la planète par l'homme lui-même, à travers ses activités industrielles, à travers, je dirais, sa démographie, son comportement. Et donc, il n'est pas un jour sans qu'on parle de réchauffement climatique, de vagues migratoires, de pollution, que sais-je encore. En fait, donc, il y a ainsi des thèmes qui nous donnent un avant-goût de fin du monde. Alors, on pourrait ici opter pour une allusion qui n'est pas involontaire chez moi, parce qu'elle l'est dans le chef du héros à un moment donné, de ce qui se pratiquait chez les théologiens dès le Moyen-Âge, c'est-à-dire l'annonce de la fin du monde à travers des signes à tirer du temps dans lequel on vit. Les fameuses peurs dans le but qui n'ont pas existé dans la population, mais qui est un fantasme des théologiens. Et les manifestations du diable, qu'il fallait absolument repérer dans le présent pour anticiper l'avenir et, au fond, se préparer à la fin du monde. Alors, la collapsologie, elle draine, je pense, une partie de son discours dans cette filiation idéologique. Bien entendu, ça n'est pas qu'une projection idéologique, puisqu'il y a également un fondement scientifique mené par toute une série de scientifiques qui aujourd'hui, je dirais, ont apporté des arguments scientifiques et non théologiques. C'est ça. Sinon que le débat reste posé, je l'évoque d'ailleurs dans l'ouvrage, je laisse aussi la parole, si je puis dire, à l'autre camp. Mais en attendant, on est dans cette ambiance-là, clairement, ce qui fait qu'on peut se demander, mais que viennent faire des historiens là-dedans ? Alors, que viennent faire des historiens là-dedans ? Et c'est généralement comme ça que je procède. Enfin, généralement, c'est jamais le deuxième, mais bon, je le ferai encore dans un troisième. Il y a un document clé qui apparaît dans l'histoire, qui apparaît à un moment donné, qui est entre les mains des deux historiens, et c'est toujours un document qui frappe. La source S, c'était une lettre de Sénèque qui était, je dirais, dans son contenu complètement impensable. Et la solution Thalassa, au départ, c'est aussi le titre d'un document qui est tout à fait déconcertant et inquiétant, et qui parvient, si je puis dire, dans les mains de ces deux historiens, pas tout de suite d'ailleurs dans le livre, mais à un moment, je dirais, où la lecture est déjà assez bien entamée et où l'histoire est déjà bien entamée. Et alors, parce que justement, tu dis que ça n'intervient pas tout au début, il faut peut-être dire, mais ça je le dis moi, il n'est peut-être pas nécessaire que tu le dises pour ne pas rentrer dans l'histoire elle-même, qu'au départ, ce sont deux histoires parallèles qui vont se rejoindre à un moment donné, mais au début, il y a deux histoires. Alors, les deux personnages principaux, Laurent Sante et François Lapierre, c'est vraiment un binôme, c'est-à-dire qu'à la fois ils travaillent ensemble, ils sont ensemble dans la vie, et je leur accorde une grande importance à tous les deux. Il n'y a pas un héros et un accompagnant du héros. Au contraire, cette fois-ci, j'ai voulu souligner plus particulièrement le rôle et l'action de Laurent Sante, parce que, curieusement, pour la source S, c'était François Lapierre qui prenait un peu le dessus, entre guillemets, mais j'ai énormément d'affection pour le personnage de Laurent Sante. Donc je l'ai fait vivre beaucoup dans ce volume-ci. Et alors, au départ, ce sont des historiens qui peuvent avoir des activités indépendantes l'un de l'autre. Ils ne travaillent pas tout le temps ensemble.
Et ils sont confrontés, je dirais, l'un à une invitation, c'est François Lapierre, à une invitation à se rendre, à donner un séminaire, comme on peut le faire, comme mes collègues le font, mais ici dans un cas très particulier, sous l'invitation d'un grand chef d'entreprise qui est aussi un leader dans un secteur qui est l'intelligence artificielle et qui est un grand écologiste. Et donc c'est un personnage étrange, contrasté, que je trouvais intéressant de rendre contrasté. Et ce séminaire est vécu à Ostende pendant 3 jours par François Lapierre. C'est un séminaire sur la Shoah. Pourquoi la Shoah? C'est ainsi qu'on l'a sollicité. Et là, il va se passer un certain nombre de choses sur lesquelles je n'insiste pas maintenant, mais c'est aussi une manière pour moi de m'inscrire résolument, comme dans la source S, dans la thématique de la mémoire. Donc, qui est une de tes spécialités d'ailleurs. Voilà. Et donc, on est à la fois dans le pré-futur, si je puis dire, mais elle est toujours là en arrière-plan, la mémoire, avec ses effets sur le futur, ou ses effets possibles sur le futur. Et Laura Zandt est invitée ailleurs, mais c'est aussi en Belgique, ça c'était volontaire, j'avais envie de les promener un peu chez nous. Elle est invitée du côté de Liège par un général américain pour l'accompagner et lors d'une démarche pour rapatrier un de ses corps de soldats qui gisent dans nos cimetières, la Croix-Blanche, et qui a été tué pendant la bataille des Ardennes. A priori, les deux parcours, les deux événements vécus par ces deux historiens n'ont pas vraiment de rapport direct, même si on pourrait dire qu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale, donc dans son souvenir. Mais on verra évidemment au fil de la narration, au fil de l'histoire, que des connexions, des interactions vont se faire entre les deux épisodes qui amorcent l'enquête, qui amorcent le thriller. Je le rappelle, ça n'est pas un essai, c'est un thriller. C'est donc un récit avec des rebondissements et il faut que le lecteur soit alléché par ces rebondissements et une histoire qui entraîne le lecteur de telle manière qu'il ne sait pas où il va. C'est ça. Et effectivement, c'est pourquoi on ne sait pas non plus approfondir, si je puis dire, tous les points soulevés. Voilà. Mais à côté de ce problème de la collapsologie, donc c'est cette sorte, non pas d'apocalypse, mais en tout cas de discours sur la fin du monde, mais en rapport avec quand même un fondement scientifique, il y a quand même aussi d'autres thématiques que j'ai relevées et qui relèvent de l'actualité quand même depuis plusieurs années. C'est le complotisme. C'est la question de l'immigration, je ne vais pas te demander de développer évidemment tout ça, la montée des extrêmes, le rôle peut-être que des populistes pourraient tirer d'une opinion qui serait préparée à certaines décisions, et alors il y a donc le rôle de la manipulation de l'information, donc on est en plein. Et je vais parler plus loin, bien entendu, dans la question des fake news. Hein, puisque, comment dirais-je, tous les jours, nous avons les échos de Twitter envoyés par le président des États-Unis qui considère que c'est Fox News, je crois, qui n'arrête pas de faire des fake news, alors que lui-même en est un producteur. Et donc c'est ce qui fait que je trouve que ce livre a une fonction, je dirais aussi, pédagogique, parce que, me semble-t-il, un des rôles importants de l'historien n'est pas seulement d'expliquer les événements ou de mettre les élèves de l'enseignement secondaire, in fine, en situation de comprendre un mécanisme, mais quand même de se poser des questions justement sur la source, qui était la question de ton ouvrage précédent, et la question des fake news, parce que les élèves sont de moins en moins en contact avec des écrits, mais avec des médias sous des formes multiples, et on sait que,
des mensonges systématiques sont diffusés, et je trouve que ça fait réfléchir justement sur cette thématique. Et comme je te l'avais dit l'année passée, ben, j'avais fait lire ton livre La source S à mes étudiants comme introduction à la critique historique, et je ferai la même chose cette année-ci, puisque dans allez, une quinzaine de jours, je vais leur donner du travail, comme je fais chaque année, et qu'ils auront donc ton livre à mon examen. Très bien. Voilà, ce qui les obligera un petit peu à lire, parce que je trouve que quand même, et ça c'est une tristesse en fin de carrière pour moi, de remarquer quand même que mes étudiants, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs aussi, mais quand même lisent de moins en moins, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de prendre des informations, entre autres sur Internet, mais qui vont chercher à gauche et à droite, mais lire un livre de 350 pages d'affilée, c'est devenu un exercice auquel ils ne sont plus habitués, même s'il s'agit d'un roman, et j'aimerais bien leur redonner le goût de la lecture. Par le biais de l'univers romanesque, parce que je comprends qu'il y a des ouvrages historiques de 350 pages qui ne sont pas toujours faciles à lire. Voilà, ils ne sont pas habitués puisqu'ils sortent de secondaire, mais je me dis qu'un roman, quand même, c'est une manière, c'est un axe pour leur donner le goût de la lecture. Enfin, un moyen parmi beaucoup d'autres, bien entendu. Voilà, tu as peut-être des choses sur lesquelles tu veux intervenir par rapport à ce que j'ai dit. Absolument, parce que là, on revient sur la solution Thalassa en tant que document, qui est l'articulation de la narration, et surtout, c'est l'occasion d'exposer, de développer l'équipement, l'armement des deux historiens, voilà. Et en quoi ils ont une utilité dans ce type de problématique. Parce qu'on y est, la question des fake news, la question de la manipulation, c'est au cœur du roman, avec évidemment en filigrane, qu'est-ce qu'une information, d'où vient une information, quelle est la valeur de son contenu. Alors ce sont des questions qui semblent évidentes. Quelle est l'intention de son auteur. L'intention de son auteur, mais là on est dans un exercice pratique extrêmement périlleux, parce qu'il y a des enjeux politiques, idéologiques, et c'est une trame évidemment de thriller, donc il y aura des crimes, il y aura des morts, etc. Et c'est l'occasion aussi pour relever quelque chose qui est absolument fascinant, qui n'est pas propre à notre époque, mais que notre époque décuple par les moyens technologiques, c'est la puissance de l'information fausse et la puissance du mensonge. C'est pas nécessairement les deux mêmes choses, mais dans les deux cas, l'information fausse et le mensonge circulent plus vite dans l'opinion que l'information vraie et, je dirais, l'information qui est vérifiée et qui est juste. Alors ce phénomène, je le disais, ne date pas d'hier, et très clairement, au niveau du document tel qu'il est structuré, il y a une allusion, et c'est plus qu'une allusion, il y a tout un développement à, je dirais, un maître d'œuvre en la matière, c'est les protocoles des sages de Sion. Et quand on piste l'histoire des protocoles des sages de Sion, on est absolument fasciné. Cet ouvrage, ce livre est paru en 1905. Il est censé rendre au public des comptes rendus secrets de réunions tenues par l'élite juive mondiale préparant la domination du monde. Et on a eu du mal à trouver qui était l'auteur, mais on a su assez vite détecter que c'était un faux. Sinon qu'en attendant, les protocoles ont été traduits, ont été diffusés, donc après la Première Guerre mondiale, dans les années 30 évidemment, c'était un des livres de chevet d'Adolf Hitler. Et malgré le fait que la démonstration avait été réalisée pour démontrer que c'était un faux, il restait toujours un ouvrage de référence. Et encore aujourd'hui, hein, on le trouve dans des librairies d'extrême droite, où il est encore un best-seller dans certains pays à dominance islamiste. Il continue à vivre. Par contre, qui sait qu'en 1939, un livre de 500 pages démontant pied à pied
Les protocoles sont parus, c'était Henri Rollin qui l'avait publié. Plus personne ne sait ça, plus personne, absolument. D'autant qu'en plus, l'ouvrage d'Henri Rollin a été mis au pilon par les nazis. Il est paru en 1939, c'est pas de chance. Il a été redécouvert après la guerre. Donc on se souvient des protocoles des sages du Sillon, qui ont une vie solaire, si je puis dire. Et l'œuvre de décryptage de 500 pages, ce travail au nom de l'honnêteté intellectuelle, eh bien, on ne le connaît plus. Et ce paradoxe-là, évidemment, est au cœur de la réflexion qui sous-tend la narration, sachant aussi que on est au XXIe siècle, et on est dans une époque où la propagande, elle s'est affinée. Et tout un passage est consacré à ce phénomène-là, ce qu'est vraiment la propagande. La propagande, ça ne consiste pas à répéter sans cesse la même chose à quelqu'un pour le convaincre, ça ne marche pas. La propagande, c'est aller mettre en exergue ce que quelqu'un pense déjà sans nécessairement l'exprimer ou qu'il considère comme étant un tabou. Et donc, ces mécanismes-là, associés au faux, associés à la fausse information, c'est le véritable défi auquel sont confrontés les deux historiens à travers ce document, La solution Thalassa, avec une petite prime, si je puis dire, de difficulté. Il y a les documents vrais, il y a le document faux, et puis il y a des documents où il y a du vrai et du faux. C'est ça. Et quelque part, et ça on le découvrira, l'auteur ou les auteurs de la solution Thalassa sont eux-mêmes des gens qui maîtrisent parfaitement les outils critiques pour entraîner ou tendre des pièges aux intellectuels qui les utilisent avec honnêteté. On a l'impression que ce sont eux les professeurs qui possèdent la critique historique. Et ça, c'est ce côté pervers qui apparaît dans le roman, évidemment. Mais n'oublions jamais une chose absolument extraordinaire. Les premiers à avoir ouvert des institutions publiques supérieures d'enseignement, d'information et de professionnalisation de la presse, les nazis, ce sont les États totalitaires. Mussolini, qui assez vite fait une école de journalisme professionnel. J'ai appris quelque chose. L'Institut Lomonosov à Moscou, évidemment les nazis, et tout simplement parce qu'en professionnalisant le journaliste, on en fait aussi quelqu'un qui maîtrise parfaitement les instruments, je dirais, pour transformer l'information en propagande. Alors qu'au départ, la professionnalisation des journalistes, au XIXe siècle, elle est apparue comme une nécessité, je dirais, suite à la guerre de sécession. Suite à la guerre de sécession, il y avait tellement eu de fausses nouvelles, de rumeurs de toutes sortes, que certains, et c'était des écoles privées, ont investi des bourses pour dire on va former les gens pour qu'ils produisent une information objective et pertinente. Ça partait évidemment, tout à fait. Comme dans une démocratie aussi, quand on enseigne aux jeunes aujourd'hui les pratiques du journalisme. La déviation du projet à d'autres fins. Mais donc, l'intelligence des tyrans, si je puis dire, elle se situe aussi là, c'est-à-dire d'utiliser les instruments censés les menacer pour en faire des instruments de menace. N'en dis pas trop, parce que voilà. Mais moi, en tout cas, j'ai noté, comment dirais-je, ce type d'exercice que tu viens d'évoquer ici, mais de la part de tes deux héros, donc Lapierre, et d'une part François Lapierre, d'autre part Laura de Sainté. Les lecteurs le verront, mais en particulier, moi j'ai noté les pages 91 et suivantes, les pages 115 et suivants, 182 et suivants, 240 et 243, qui sont vraiment des, comment dirais-je,
qui prouve, enfin qui illustre parfaitement ce que tu viens de dire, cette démarche de critique historique et qui démontre, mais il leur faut du temps parce qu'eux-mêmes sont en pleine quête constamment. Hein, je veux dire, ils ont beau être historiens et, comment dirais-je, des pratiquants de la critique historique, eux-mêmes se laissent embobiner, il leur faut du temps. Donc il ne suffit pas d'être professeur à la Sorbonne, on peut se faire aussi embobiner. Voilà, et c'est un thriller, parce que sinon ce serait trop simple, évidemment. Alors, puisqu'on parle de critique, ici on parle de critique historique, dans ce roman, on sent quand même une partie, enfin me semble-t-il, je t'en parlais hors caméra tout à l'heure, mais une partie de ta personnalité, je ne vais pas développer toute une série de choses qui apparaissent peut-être spontanément de la part du lecteur, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont plus fondamentales et qui m'intéressent. Je ne parle pas de caractères liés, par exemple, à l'intérêt pour la gastronomie, l'énologie, etc. Je ne parle pas de ça, qui comment dirais-je, sont des moments de respiration dans le livre tout à fait nécessaires, par ailleurs. Mais je parle à peut-être une certaine vision de la société, me semble-t-il. Alors je ne dis pas que c'est la tienne, mais on sent quand même qu'il y a du vécu derrière, si je puis dire, en particulier lorsque page 90, lorsque page 107, page 123, tu parles, ou tu démontes le système universitaire, tu parles du pouvoir à l'université. On se dit que quand même, tu sans peut-être l'avoir vécu, en tout cas, tu étais un bon observateur. Alors, oui, donc, un roman, c'est une occasion. C'est une occasion. C'est une occasion et il y a différents niveaux de lecture aussi, de lecture. C'est important évidemment de ne pas déchirer les tissus, il faut que tout se tienne et que tout fasse sens. Oui. Le moindre mot d'un récit doit avoir sa place. Oui. Alors il y a des incursions, donc, mais qui sont toujours en résonance avec la ligne principale, des incursions notamment effectivement dans l'expression d'une critique de l'organisation de l'université aujourd'hui, une université dans un monde en crise, et différents épisodes se passent à l'université où mettent en exergue la difficulté d'être universitaire, et en particulier jeune universitaire. Parce qu'il y a un contraste évidemment dans les deux personnages qui était déjà très manifeste dans La Sourceresse. On a un François Lapierre qui est un mandarin, comme on disait autrefois, sa carrière est très très bien installée, et puis une Laura Zant qui est une chercheuse qui jusqu'ici... début de carrière en tout cas. Elle rame depuis 10 ans, mais c'est la normalité malheureusement. C'est tout à fait la normalité. Des jeunes docteurs, et elle va de petit contrat en petit contrat, et donc elle est, elle, dans un environnement évidemment difficile au quotidien. Et puis ça me permet de faire état, d'évoquer effectivement ce que ce monde est un monde violent, que l'université est un lieu de pouvoir, que la recherche n'est pas un monde idéalisé où on aurait... Ce que l'on croit tous en y arrivant à l'université, que le savoir n'est pas compatible avec le pouvoir. On a l'impression que... Et surtout on croit que le savoir se suffit à lui-même, oui, voilà. Ceux qui savent... qui sont doctes et érudits, oui, voilà. sont dégagés des passions humaines. Tout à fait. C'est totalement faux. C'est non seulement totalement faux, mais en plus, les érudits et les doctes, quand ils sont mis en compétition parce que les moyens sont réduits, eh ben, ils sont autre chose aussi que des érudits. Ils ne sont pas simplement des savants. Et donc, j'évoque ça, mais c'est à travers aussi des choses qui font sourire, des choses qui font sourire de manière aigre-douce, parce que c'est leur monde à eux, aux personnages, c'est leur terrain, c'est leur terreau. C'était déjà le cas dans le livre précédent. Et un personnage doit avoir absolument un terreau. Tout à fait, il est quelque part, et donc ils vivent ça. Alors la critique de la société, c'est inévitable. Je veux dire que, puisque l'action se passe à notre époque, c'est impossible de ne pas avoir, je dirais, un regard partisan sur notre monde. De nouveau, ils vivent aujourd'hui dans un environnement, bien sûr, ce sont des Européens, mais ils voyagent quand même beaucoup, cette fois-ci aux États-Unis en particulier. Il y a des enjeux du monde, il y a je dirais, pour ne pas trop dévoiler, il y a des confrontations
qui vont être révélés au fil de l'histoire et qui touchent, je dirais, des enjeux de civilisation, des choix, et qui touchent une question qui me fascine par-dessus tout, c'est la question de l'impensable. Alors là, je vais m'avancer un peu. Qu'est-ce que c'est que l'impensable? C'est au fond quelque chose qui ne peut pas être pensé à une certaine époque. Mais c'est au fond la fameuse question que se posait Lucien Febvre en 1942 quand il publie La religion de Rabelais. Enfin, le problème de l'incroyance au XVIe siècle, c'est dans son introduction qu'il met en place la notion d'outillage mental, où il dit que on ne pouvait pas être incroyant au XVIe siècle, ça ne participait pas de l'outillage mental des gens qui vivaient au XVIe. On est dans ce registre-là. Voilà. Ici, disons que je suis plutôt dans l'impensable événement. C'est ça. Donc, à l'aube de la Première Guerre mondiale, et même en 1914, personne ne peut penser, n'imagine, que dès 1915, il y aura un front de 900 km de la mer du Nord à la Suisse constitué de tranchées où les hommes seront enterrés, et personne ne détecte qu'on aura des batailles aussi homériques que Verdun ou la Somme. Ce qui fait d'ailleurs dire à certains historiens que si quelqu'un avait pu anticiper la guerre de tranchées et la bataille de la Somme ou de Verdun, on y aurait réfléchi à 2 fois avant de commencer la Première Guerre mondiale, qu'on pensait courte et devoir se terminer plus ou moins à Noël. Voilà un impensable. La Shoah est un impensable. Même dans les années 30, même lorsqu'on ouvre évidemment les camps de concentration, même lorsqu'il y a les premiers prisonniers en Allemagne, les premiers camps, mais personne ne projette dans le temps le fait qu'il y aura la Shoah par balle, évidemment la chambre à gaz, et on peut aller dans la littérature du temps, on ne trouvera pas. Alors de temps en temps, et c'est un exercice d'ailleurs culturel, on va rechercher après les événements des signes avant-coureurs. Mais les signes avant-coureurs, on n'en trouve pas vraiment, ils sont intelligibles après les événements. Mais prenons un cas plus léger, qui est un drame aussi, le naufrage du Titanic. Le premier voyage du plus grand paquebot du monde qui incarne le succès de la révolution industrielle se clôture par un naufrage. Personne n'a imaginé ça. Alors on va trouver dans un roman ou l'autre, il y a un roman qui évoque cette situation-là. Mais c'est vrai que là, chez des auteurs romanesques en particulier, il y a de temps en temps des flashs d'anticipation de l'avenir. Ça c'est clair. Et on peut s'amuser à en retrouver, au XIXe siècle notamment, au moment du positivisme, du scientisme, on voit bien que certains auteurs détectent la guerre biologique, par exemple, la guerre chimique, les sous-marins, etc. Mais l'impensable d'événements majeurs et massifs, ça c'est un phénomène fascinant. Et donc des événements qui vont complètement transformer, je dirais, l'état d'esprit de populations qui les ont vécus. Alors, la question que vous pouvez dire, quel pourrait être l'impensable de demain? Évidemment, en formulant cet impensable, je le neutralise. Mais néanmoins, il y a cette mise en perspective-là. C'est ça. Mais je pensais, là évidemment, il y avait quand même des éléments de l'époque qui servait de toile de fond, mais enfin, il y a quand même le développement qu'en fait par exemple George Orwell en 1984. Évidemment, il publie ça donc en 1949, mais il y avait évidemment des éléments qui lui ont permis d'écrire ça, mais il y a quand même des choses qu'on n'imaginait pas à ce moment-là. Quand même, je veux dire, le Big Brother, il est là maintenant avec Internet. À l'époque, c'était de l'ordre de l'impensable. Donc, quelque part, il est aussi dans... Voilà, est-il dans la projection de son présent qu'il amplifie en le poussant jusqu'à ses extrêmes limites, ou est-ce que c'est tout à fait une hypothèse purement romanesque, quoi. Donc, c'est ce que tu disais aussi, parce qu'on est toujours dans le faux quand on croit... puisque c'est Paul Venn qui utilise cette expression, il dit les historiens ne font jamais que des rétrodictions.
C'est-à-dire qu'ils rendent intelligible a posteriori ce qui ne pouvait pas l'être avant. C'est parce qu'on connaît la suite des événements qu'on peut expliquer les causes. C'est un signe avant-coureur. Oui. Oui, un signe avant-coureur d'un événement ne devient un signe avant-coureur qu'après. Mais oui, bien sûr, bien sûr. On ne doit donc pas reprocher aux générations passées de ne pas avoir su, de ne pas avoir entendu, je dirais, les annonces d'événements et des tragédies, parce qu'ils ne pouvaient pas entendre bien sûr. Et entreapercevoir. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Et nous aussi, nous aurons nos impensables. Qui, en 1935 ou en 1930, aurait pu imaginer la bombe atomique, une bombe capable de raser une ville entière, et qui aurait pu imaginer une course aux armements qui ferait qu'un jour l'homme se doterait d'armes capables de supprimer toute vie sur Terre. Voilà, alors... Mais ça nous fait quand même poser des questions sur notre métier à nous, historiens, de se dire que on ne peut écrire les choses que parce qu'elles se sont passées, on les rend intelligibles a posteriori. Oui. Donc en fait, on les rend intelligibles, mais tu le sais bien, puisque tu as commencé ta carrière avec un travail d'historiographie sur la Révolution liégeoise, c'est que cette histoire, on n'arrête pas de la raconter autrement à chaque génération. Hein, tu as commencé ta carrière. Et donc, quelque part, ce que nous expliquons, on ne raconte pas, on explique, mais enfin, ça peut apparaître comme un récit quand même a posteriori. Parce qu'on a vu ce qu'on voulait bien voir à un moment donné, parce que bon, voilà, on était dans l'ordre du pensable à un moment donné, en 2020, disons, et alors qu'en 2040, connaissant ce qui s'est passé depuis lors, évidemment, on formule d'autres hypothèses. Donc, quelque part, ça a quelque chose qui peut être un petit peu déprimant pour un historien, enfin, alors que notre boulot, c'est pas de faire de la prospective, on est bien d'accord, mais sachant que nous nous justifions a posteriori toujours, mais au moment où nous écrivons, on ne peut écrire que ce qui est de l'ordre du pensable au moment où nous écrivons. Donc, quelque part, quand on écrit un article d'histoire, on sait que, par définition, il sera, à point de faire de la pure érudition, hein, ça c'est autre chose. Par définition, si on écrit, je ne sais pas moi, un article d'histoire avec une portée plus générale, on sait très bien que dans 50 ans, on va l'écrire complètement différemment. Ça a quelque chose qui est... Bon, je ne suis pas positiviste, mais enfin, en étant chercheur, on a quand même un esprit positif, sans être positiviste. Et quelque part, on se dit, oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de griffonner, de noircir du papier ? On donne du sens à nos contemporains, mais ça n'aura plus de sens de toute façon dans 30 ans. Ça a quelque chose d'un petit peu... Ça nous rend très modestes quand même. Absolument, mais ça nous rend très modestes. L'historien, par réflexe, fait l'histoire de sa discipline, oui. Donc il sait ça. Il a cette humilité-là. Mais je crois qu'il n'y a aucune science humaine qui soit prédictive. Aucune. Non, même l'économie. Moi, je suis assez fasciné qu'aucun économiste n'est capable de prévoir un krach boursier. Mais ils sont parfaitement tous capables d'étudier ce krach boursier. Voilà. Et c'est même pas moi qui en suis venu à cette réflexion-là, c'est un collègue économiste qui m'en parlait. Et donc, au fond, cette sensation d'être démuni par rapport à l'avenir, c'est le propre des sciences humaines. Oui, c'est ça. Et nous produisons quelque chose qui n'est pas prédictif. Mais nous pouvons aider à développer le rationalisme et la raison. Et les des intellectuels de faire fonctionner sa raison. Ça, oui. C'est un des enjeux du livre aussi. C'est pourquoi la critique historique, ici, elle est dans le présent. Ça ne sert pas qu'à analyser des vieux papiers, des vieilles sources. Ça sert à réfléchir au présent. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que moi j'espère transmettre à mes étudiants, et je suppose que toi aussi, c'est que certains d'entre eux ressortent avec des outils de nos auditoires, un peu comme quand on se constitue une boîte à outils pour aller tailler le bois ou tailler la pierre, et voilà, on sait bien quel instrument utiliser pour tailler le bois ou la pierre. Tout à fait. Moi c'est ça que j'espère, c'est qu'ils connaissent un peu mieux les instruments dans leur cerveau. De toute façon, on sort gagnant, même si on ne sort pas pour tout à fait. Réfléchir le monde, réfléchir la réalité, et alors évidemment être un acteur dans la société. Et là, nous avons du sens. Tout à fait, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Je ne dis pas ça pour ne pas me suicider cette nuit, mais bon, quelque part...
Voilà. Il y a 2 ou 3 choses que je voulais encore remarquer, plutôt au niveau peut-être des procédés littéraires, dans le bon sens du terme. Hein. Il y a comme ça des allusions qui annoncent au lecteur que le personnage dont il va être question va peut-être jouer un certain rôle. Quand, alors qu'on ne connaît pas la suite par définition, tu introduis le personnage d'Alfred Rosenschark, a priori on se dit que même ne connaissant pas le parangon Rosenberg, c'est quand même le fait qu'il y ait Schark dedans, se dit ça peut pas être un gentil. Donc, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des gentils et des méchants. Et quelque part ça annonce, c'est un procédé, je dis procédé littéraire, c'est peut-être pas le bon terme, mais donc ça annonce... Encore faut-il le savoir et le sentir quand on est lecteur, c'est pas gagné. Ah oui, mais enfin bon... Il faut savoir que ce que veut dire Schark... Il faut déjà posséder un minimum d'anglais, ça c'est sûr. Qui était Alfred Rosenberg. Mais oui, ça c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc j'aime bien donc, qu'il y ait des niveaux, moi, dans ce que j'écris. Il y a des allusions. Il y a des moments où tu t'adresses à des historiens, il y a d'autres moments où tu t'adresses à... Oui, non, c'est vrai que ça peut se lire à plusieurs niveaux, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Je sais que c'est plaisant d'explorer des niveaux de lecture, quitte à relire. Hein. Tout à fait. J'aime bien laisser des scénarios et des possibilités de se poser des questions sur... C'est le rôle de l'imaginaire, c'est l'imaginaire du lecteur qui doit fonctionner. Est-ce que ça renvoie à quoi? Parce que aucun nom n'est pris au hasard. Non, j'ai bien remarqué. De mes personnages, même les plus secondaires et tertiaires. Tout à fait, ben non, y compris le héros, là, tout d'abord. On va commencer par lui, c'est ça. Hein, voilà. Comment dirais-je? Mais alors, quand tu introduis Rosenschark, et puis, ça c'est page 28, et page 31, comme par hasard, on voit... Sauf erreur de ma part, c'est Laura Zante qui parle, je crois, à la pierre, hein, si mes souvenirs sont bons. 3 pages plus loin, il est à Ostende à ce moment-là, et elle dit méfie-toi des squales. Alors là, il y a quand même, il y a eu une allusion, et puis squale, ne fût-ce que, c'est pas le mot requin qui intervient, c'est squale, donc squale, shark. Il y a quand même des lettres qui, la dimension du mot, shark, squale, ça commence par S. Non, ça paraît. Alors, ça c'est intuitif ce que je fais là, c'est intuitif. Voilà, c'est intuitif, mais moi je l'ai perçu comme ça. Le lecteur va trouver des choses que moi, j'ai pas captées. Mais maintenant, quand c'est comme ça, pourquoi pas? Dans le dialogue ici, en fait, François Lapierre explique qu'il y a... une piscine, mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et donc, parce que Laura Zante fait allusion aux sirènes qui peut y avoir dans l'hôtel, alors il corrige le tir, et puis il y a quand même le casino d'Ostende à côté, où il y a d'autres squales, dit Laura Zante, en référence à ces allusions, je dirais, de sirènes, etc. Mais voilà que, effectivement, il y a un autre écho possible. Toi, tu n'y as pas pensé? Non, ça non. Mais alors, on communique d'inconscient à inconscient, peut-être parce que d'après moi, c'est une hypothèse, mais peut-être qu'inconsciemment, ça traînait dans ta tête, et tu n'en étais pas conscient. Parce que je crois que le lecteur, littéraire aussi. Mais oui, le lecteur peut trouver des choses dont l'écrivain n'est pas conscient. Tout à fait. Et donc, modestement, je te dis ça. D'où le rôle important des analyses littéraires. Ben oui, bien sûr. Parce qu'on va parfois plus loin que le romancier. Tout à fait. Et néanmoins dans la bonne direction. Tout à fait. Tout à fait. Là aussi, je dis, tu fais des allusions, mais pour quelqu'un qui, comme nous deux, nous sommes belges, de nationalité belge, ces noms auxquels tu viens de faire référence, aucun nom n'est laissé au hasard. Ça me fait quand même penser à certaines bandes dessinées où aucun des noms ne sont laissés au hasard, et peut-être en particulier dans la bande dessinée belge, me semble-t-il, chez Hergé par exemple, ou chez Astérix par exemple, enfin là c'est français par contre, hein. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui a rapport
avec la fonction, le rôle du personnage. Ah oui, sans doute. Voilà. Oui. Et donc ça influence. renvoie à la bande dessinée pour Oui, moi. je pense, moi Parce aussi. qu'on n'a peut-être pas la même chose dans le cinéma, je crois que c'est typiquement la bande dessinée. C'est la bande dessinée, ça existe aussi en littérature. Oui, Moi, je mets des personnages qui sont des allusions à des personnes que je connais. oui, Et eux seuls d'ailleurs vont le relever parce que le nom est modifié, mais enfin faussement modifié. Ce sont des petits jeux que les auteurs s'accordent pour des clins d'œil. Enfin, il y a beaucoup de clins d'œil, je dirais, dans ton livre. T'aimes bien j'aime l'humour, je crois, d'une manière générale. Oui, hein, tout à oui. fait, oui. Et communiquer de différentes manières, dans différents registres. Les personnages, de nouveau, sont des héros positifs. Et donc, ils sont dans la jouissance, ils sont dans l'amour de la vie, ils rigolent. Ce n'est pas des personnages traumatisés. Parce que dans les thrillers, il y a quand même souvent, je dirais, des héros négatifs, des anti-héros. Ça, j'ai pas voulu. C'est pas un roman noir, ça c'est sûr. C'est des aventuriers de l'esprit, mais avec, je dirais, une culture de la vie, un goût de la vie, et des choses de la vie qui font que il y a un gai savoir, si je puis dire. Il y a une aventure qui est aussi celle de l'existence et des plaisirs de l'existence. Un endroit, tout le monde n'a pas lu donc par définition le premier livre que tu as écrit l'an dernier, mais il y a un procédé littéraire bien connu qui est celui de la mise en abîme. C'est-à-dire qu'on passe, en tout cas, c'est la démarche que moi j'ai faite, et puis l'autre partie c'est toi qui l'as faite. C'est-à-dire qu'on passe de l'auteur, c'est-à-dire toi, au héros qui se trouve être lui-même l'auteur du roman que tu as écrit. Et ça, je me suis dit, ça c'est quand même spécial, cette identification. Ça se trouve page 38. Hein? Aussi. C'est la troisième intervention. D'accord, répondit François, en songeant que les droits d'auteur récoltés pour la source S allaient en prendre un méchant coup. Donc là, il y a vraiment identification avec toi-même. Oui, Et donc, c'est ça la mise en abîme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme le théâtre, dans le théâtre, au cinéma, dans le cinéma, toi, c'est l'histoire dans l'histoire. C'est l'historien qui est dans son propre roman, ou c'est le héros qui est dans la vie de son auteur. C'est-à-dire que à la fin Oui. de la source S, les deux héros publient un livre qui s'appelle La source S. C'est ça. Qui n'est pas un roman, qui est l'analyse de la source S. C'est ça. Devient, voilà. Et donc ici, effectivement, c'est une mise en abîme. Oui, donc, il fait référence au livre qu'il a écrit avec Laura. C'est ça ça. s'appelle justement La source S. Mais je sais très bien, en écrivant comme ça, que je fais un clin d'œil aussi, y compris à moi-même, si je peux dire. Voilà, c'est ça. Mais je disais ça parce que tout le monde n'a pas lu le précédent. Et alors on pourrait croire que justement c'est pas un livre d'analyse, mais que c'est un roman que lui aurait écrit précédemment. C'est-à-dire que c'est pas clair pour celui qui lit uniquement La solution Thalassa. Alors, il y a effectivement... Parce que nous, lecteurs, on a lu la source S comme un roman. On n'a pas lu comme un livre d'analyse. Oui, par définition. Donc le lecteur lui-même, il reste un lecteur. C'est pour au ça. moment où il lit. Donc tu joues sur une ambiguïté, c'est-à-dire tu es l'auteur. Bon, il y a le narrateur omniscient, je veux bien, mais ici, qui est omniscient? Est-ce que c'est finalement le lecteur? Est-ce que c'est l'auteur? Qui est omniscient? Parce que c'est le tome 2, tout le monde n'a pas lu le tome 1. Donc il y a quelque part, c'est pour ça que je parle de mise en abîme, c'est-à-dire à un moment donné... Je le dis dans un avertissement. On peut lire La solution Thalassa oui, tout à fait. De manière complètement autonome. Et on comprendra. Maintenant, si on a lu La source S, on va savourer certaines choses mieux. Oui. Il y a des allusions qu'on ne comprend que si on a lu La source S. Sauf pour récompenser quand même les lecteurs de La source S. Et inviter les lecteurs de La solution Thalassa à découvrir aussi La source S. Sauf qu'un an après, on ne se souvient peut-être plus exactement de ce qui est écrit dans La source S comme moi. C'est-à-dire qu'il y a des petits détails comme ça à certains moments qui peuvent me revenir, mais enfin c'est inévitable par définition. Il faut le relire. C'est pour ça que quand je parle d'omniscience, toi, tu es omniscient par définition. J'ai tous les pouvoirs. La pierre est
bon, est censé être bon. Où est-il? Mais le lecteur l'est-il? Mais le roman, mais ça, c'est un problème de littéraire, ce que je ne suis pas. Le roman, c'est tellement tous les pouvoirs dans un roman. Voilà, On oublie que les autres n'ont pas ce pouvoir. Et ces personnages aussi. C'est un pouvoir exorbitant. Exorbitant, tout à fait. Du romancier. Alors, comme autre, je dirais, comme autre référence, tu disais qu'il y a plein d'évocations dans les noms qui sont choisis. Par exemple, page 187, un certain Arnold Taibi, qui est professeur d'histoire à l'université d'Oxford. Je crois que beaucoup d'historiens auront compris. Page 274, tu fais référence à un personnage qui s'appelle Robert Kipling. Je suppose que ce n'est pas choisi par hasard non plus. Il y a tout. Et on dirait même, ça on ne va pas trop dévoiler, mais le titre lui-même du livre. Mais ça, je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus, parce que c'est aussi évocateur. Par contre, il y a un personnage qui s'appelle Donald Trump, et c'est vraiment Donald Trump. Oui. Ah oui. Oui, ça c'est possible, oui, je ne sais plus, je m'en souviens plus par contre. Voilà, mais je crois que nous avons fait l'essentiel, le tour de l'essentiel, sauf si tu as d'autres commentaires à faire. Bon, moi, je l'ai lu, pas spécialement en historien, peut-être pour les passages concernant la critique historique, pour l'usage que moi-même je pouvais en faire dans mes cours, en tout cas dans les consignes que j'allais donner à mes étudiants en début d'année, mais pour le reste, moi je suis un lecteur lambda, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, ce livre, et donc par définition, sinon je ne t'aurais pas invité, je le conseille à tout le monde. J'espère surtout que sur le marché éditorial français, tu connaîtras un grand succès, parce que je trouve que c'est quand même relativement dommage que la publication pour un ouvrage, enfin des romans d'une aussi grande qualité et qui, je crois, sont très prenants. Hein. Je crois que ça se lit en plus de ça avec plaisir. Enfin, tu es un universitaire, mais ce n'est pas, je veux dire, on ne sent pas l'universitaire, même si le héros est un professeur. C'est pas du tout pédant, il n'y a pas des références. Je veux dire, non, ça peut être lu. Et alors, je te le disais déjà la fois passée, moi j'imagine très bien qu'on en fasse une bande dessinée ou un film, hein, parce que franchement, pour avoir lu quand même certains romans de Dan Brown, j'avais la même impression pour Dan Brown, hein, franchement. Et lui, bon, évidemment... Il n'est pas le premier à le dire. Voilà, et je trouve que là, franchement, d'autant plus que ton écriture, le type de scénario et la manière dont tu procèdes avec justement ces moments d'action intense et puis ces moments de repos, du point de vue narratologique, je crois que, franchement, il faudrait le faire lire à des cinéastes aussi. Mais pas seulement des maisons d'édition. Je l'espère, oui. Oui, mais il faudrait peut-être penser, je crois, à l'envoyer, ou ta maison d'édition l'envoie peut-être à des cinéastes, il faut les cibler évidemment, parce que je crois que franchement, je ne vois pas pourquoi on sort des films, des romans d'Anne Brown, et pourquoi on n'en sortirait pas de tes romans. Donc il y a peut-être un destin qui n'était pas ton intention première dans ce que je viens de dire, mais je crois qu'il faudrait peut-être, voilà, parce que c'est pas évident qu'ils vont tomber sur ton roman. Parce que l'inflation de choses qui sont publiées, ils vont pas tomber dessus. Donc je crois qu'il faut, voilà, enfin me semble-t-il. Ou avoir en tout cas un comité de lecteurs, de gens qui soutiennent ton initiative en ce sens. Parce que je crois qu'il faut peut-être avoir un comité de soutien, peut-être. Mais non, parce que les cinéastes, ils ne vont pas, je veux dire, on leur propose 1000 choses. Hein, donc, en tout cas, l'aventure continue, c'est le début. On va voir. Donc, ce que sera. Oui, mais quand tu dis l'aventure, moi en tant que lecteur, l'aventure, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y aura un tome 3 aussi. C'est pas seulement de savoir s'il y aura une suite. Oui, parce que tant que les lecteurs aiment ce que j'écris, je vais continuer. Parce que je m'attache aussi, moi, à ces deux personnages. En tout cas, j'espère que cette petite interview aura contribué, en tout cas, à mieux te faire connaître, parce que tu es certainement connu dans la profession, mais peut-être pas encore assez dans le domaine du roman. Je sais qu'à Liège, tu as du succès, mais voilà, il faut essayer. La francophonie est vaste. Très vaste. Hein, elle est vaste. Hein, c'est Bruxelles, la Wallonie, mais enfin c'est la France, c'est le Canada, des pays d'Afrique aussi. Et voilà.
En tout cas, merci infiniment. Non, en tout cas, tu n'as pas à me Pour remercier, cette le plaisir émission. était pour moi. Et alors peut-être à l'an prochain, si j'ai bien compris. Oui, peut-être. Tu es invité tout de suite et je lirai ton livre avec passion. Encore un grand merci. Merci. Et alors je te souhaite une bonne rentrée, parce que je crois que nous allons être dans la même situation Bonne d'ici rentrée aussi. dans 10 jours à peu près. Voilà. À la prochaine fois.